Bonjour et bienvenue sur La Voix du Parfum. Faire entendre ce qui habituellement se sent, voilà ce que je propose dans ce podcast consacré au parfum. Écouter les fragrances, imaginer les effluves, se laisser porter par la voix et inviter l'ouïe et l'odorat à se donner rendez-vous avec votre imaginaire. Quel programme! Laissez-vous transporter par les parfums et les mots et savourons ensemble cette rencontre avec le parfum au travers d'interviews aussi passionnantes qu'inspirantes. L'exposition Léonard de Vinci à la Renaissance qui se tient au château du Clos-Lucé d'Amboise jusqu'au 15 septembre plonge le visiteur au cœur des expériences et des découvertes de Léonard sur les parfums. Voyage multisensoriel empreint d'émotions et de sensations, elle dévoile aussi ses recherches sur l'odorat, ses méthodes scientifiques comme la macération et la distillation ou encore des recettes de parfumeurs, une facette méconnue de son immense talent. C'est ainsi que nous entamons un périple historique des monts du Caucase à la mer Noire jusqu'à Constantinople, de la mer Méditerranée jusqu'à Venise, porte de l'Orient, de la Toscane natale de Léonard à la Lombardie et enfin du duché de Milan à la cour des Valois en Val-de-Loire. Pour nous accompagner dans cette odyssée olfactive, La Voix du Parfum reçoit les commissaires de l'exposition au château du Clos-Lucé d'Amboise, Pascal Briouat, professeur au Centre d'études supérieures de la Renaissance de l'Université de Tours, historien, spécialiste de Léonard de Vinci, de la Renaissance et des sciences et techniques, Océane Fontaine-Kiofi, doctorante contractuelle en histoire et auteure d'une thèse sur les parfums dans la France du XVIe siècle, également assistante du commissaire Pascal Briouat, et Carlo Vecce, professeur de littérature italienne à l'Université de Naples-l'Oriental. Nous allons ainsi remonter le temps, guidés par ce qui anime et stimule Léonard tout le long de sa vie, la curiosité. Dans de nombreux domaines et aujourd'hui dans l'univers des odeurs, des senteurs et des parfums. Cette curiosité, pour ce sens encore méconnu à la Renaissance, l'olfaction, s'illustre en 3 étapes dans la vie de l'artiste et tout au long de l'exposition, autour des verbes sentir, observer, créer. Qu'est-ce qui vous fascine le plus chez Léonard de Vinci, Pascal Briouat ? Je pense que c'est son intérêt universel qui fait de lui à la fois un mécanicien talentueux, un anatomiste surdoué, éventuellement quelqu'un qui se lance dans les arts du luxe et même de la parfumerie. Quelle est la découverte que vous avez faite révélant son talent d'amateur de parfum ? En fait, on a découvert les recettes de Léonard de Vinci. On a découvert une dizaine de recettes. On a découvert des dessins d'un grand parfum de la Renaissance qu'est l'Oiselette de Chypre. Et sans doute une découverte majeure, c'est le fait que la Dame à l'hermine, tableau emblématique de Léonard, est un tableau qui a une bonne odeur. Et vous, Carlo, quelle découverte vous pouvez nous partager que vous avez faite sur Léonard en particulier ? La découverte qui m'a frappé le plus, c'était la découverte de l'identité de sa mère. On ne connaissait rien de sa mère, sauf le nom, Caterina. Et maintenant, nous savons qu'elle n'était pas italienne, elle était une esclave, une jeune fille née dans les montagnes du Caucase, dans un monde sauvage, très naturel, et enfin enlevée, réduite en esclavage, vendue à Constantinople, à Venise, à Florence, et enfin, elle est devenue la mère de Léonard de Vinci. À quel défi avez-vous été confronté pour concevoir cette exposition, Pascal ? La difficulté était de à la fois montrer des parfums, les faire sentir, et reconstituer des senteurs qui sont perdus, qui n'existent plus aujourd'hui. Moi, le défi était comprendre les relations qu'il y a dans l'œuvre de Léonard de Vinci, aussi dans sa pensée, entre le visible et l'invisible, non, le dehors et le dedans. Non, c'était ça qui me fascinait, mais c'était aussi le défi à représenter, à raconter dans une exposition. Alors justement, cette exposition, on va en parler en 3 étapes. La première pourrait s'appeler « Des odeurs en héritage ». Elle aborde le sens de l'odorat expérimenté très jeune par Léonard grâce à sa maman.
Comment commence l'histoire d'amour de Léonard avec les odeurs? Il faut remonter à l'enfance de Léonard. Alors il faut remonter à la campagne de Vinci, où il a vécu jusqu'à 10 ans. Et on peut imaginer l'enfance de Léonard un peu un garçon un peu sauvage, libre, rebelle, qui vivait avec sa mère. Sa mère, Caterina, a été le grand amour de la vie de Léonard, le seul amour. Caterina, on peut imaginer une femme très belle, c'est sûr, parce qu'elle était d'origine circassienne. Il y avait la renommée de la beauté des filles circassiennes à cette époque, mais aussi des qualités morales exceptionnelles, le courage, la force de résister aux adversités de la vie. Quels sont les lieux et les objets, quelques exemples que vous pourriez nous donner qui illustrent bien cette période de sa vie? Il y a des objets qui sont un peu symboliques parce qu'on ne pouvait pas avoir des objets originaux du Caucase de cette époque-là. Il y a des objets, des repérés archéologiques, mais aujourd'hui, ils sont gardés dans les musées de la Russie, à Saint-Pétersbourg, à Moscou, à l'Ermitage ou dans les grands musées de l'ethnographie russe. Et on ne peut pas voir de près. Il y a des costumes qui évoquent un guerrier circassien ou un marchand vénitien, ou il y a des objets qui évoquent la splendeur de Constantinople, un encensoir, non, et les parfums qu'il y avait dans la capitale de l'Empire byzantin. Et c'était les premières étapes de ce voyage extraordinaire de Caterina dans la Méditerranée, de la mer Noire à Constantinople. Pascal, quels sont les senteurs à cette époque-là qui peuvent illustrer cette première partie de l'exposition dont vous auriez envie de nous parler, nous faire sentir, parce qu'on est sur la voie du parfum, on ne les voit pas, mais il faut nous faire rêver. Carlo Vecce a rapporté de Circassie un paquet d'herbes et de plantes du Caucase. Nous avons confié ces herbes à Givaudan, et Givaudan en a produit un parfum qui, à mon sens, est merveilleux. Il y a de la fraise des bois, il y a de la framboise, il y a de la sauge. Je trouve que c'est un parfum très 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 agréable, même à nos narines contemporaines. Il a un nom, ce parfum? Pas encore. Pas encore. On va aborder la deuxième facette qu'on pourrait appeler le lien entre l'odorat et la mémoire. Pascal, vous avez pu identifier une méthode de travail de Léonard autour de l'olfaction. À partir des manuscrits de Léonard, on comprend qu'il y avait une ambition très théorique. Et c'était quelque chose de totalement nouveau. Alors évidemment, d'un peintre, on attend qu'il sache tout de la vision, de la perspective. Mais quid de l'odorat, quid de l'olfaction? Et là, Léonard identifie par exemple les conduits, c'est anatomique, hein, il dissèque les sinus, il dissèque aussi les nerfs olfactifs, ce qu'on identifie aujourd'hui comme des nerfs olfactifs, qui sont parallèles aux nerfs de la vision et qui sont directement en relation avec les globes du cerveau qui traitent de la mémoire. Que nous disent, Carlo, les manuscrits que vous avez découverts et que nous disent-ils à ce sujet? C'est depuis longtemps que je travaille sur les manuscrits. C'est mon sujet, ma spécialisation. Et j'étais toujours fasciné par les manuscrits de Léonard de Vinci qui sont très différents des manuscrits de ses contemporains, les humanistes, les écrivains, les lettrés, parce qu'il n'était pas un lettré, il n'était pas un humaniste. Ces manuscrits sont des cahiers de travail. Et ce sont les documents de sa pensée. Il faisait toutes les observations jour par jour, chaque jour, des milliers et milliers de feuilles. Et c'est là que j'ai trouvé aussi tous ces écrits sur l'olfaction, toutes ces recherches sur la perception sensorielle et surtout sur l'odorat et la relation qu'il fait entre l'odorat, l'olfaction et la vue et le cerveau et enfin la mémoire, parce que il avait bien compris que les odeurs, les parfums, l'olfaction, c'est le sens le plus intérieur, le plus profond. Non, là, ce sont les souvenirs de la mémoire qui remontent à un âge où il n'y a pas encore les images. L'enfant, dans les premiers jours, dans les premières semaines, il ne voit encore rien. Les yeux sont encore fermés. C'est tout à travers le goût et à travers l'olfaction. Il y a des choses qui remontent à sa mère,
Toujours sur cette partie de la vie de Léonard, il y a une pièce qui est assez fascinante, c'est son atelier. Oui, on a voulu reconstruire un atelier qui n'est pas un atelier contemporain, qui est un atelier de chercheurs, de mécaniciens, avec des odeurs y compris fortes, voire désagréables, de la térébenthine, de l'huile de lin, de l'huile de noix que Léonard considère être triste, une sorte de synesthésie curieuse, et de la colle de peau de lapin. Et la colle de peau de lapin chauffée, c'est assez désagréable. Troisième partie de cette exposition qui pourrait présenter le parfumeur apothicaire alchimiste qui était Léonard. Elle nous amène naturellement dans les recettes de parfums qui sont comprises dans ces fameuses pages de manuscrits. Pour vous, Pascal, quel est l'objet emblématique que vous aimeriez nous présenter qui fait un petit peu la synthèse de tout son travail autour du parfum ? Je ne sais pas si ça fait la synthèse, mais pour moi, un objet emblématique, c'est le collier de la Dame à l'hermine. Parce que on est là dans la rencontre entre Léonard peintre et Léonard chercheur de parfums. Et c'est quelque chose que l'on n'avait pas vu jusque-là, c'est-à-dire que la Dame à l'hermine, un tableau très érotique, c'est une jeune femme, Cecilia Gallerani, elle a 15 ans, elle est la maîtresse de Ludovic le Mort, une porte s'ouvre, il y a un effet de projecteur sur la jeune femme qui est tout de suite rassurée, bien que la petite Hermine qu'elle tient dans les bras, elle n'est pas rassurée. Donc, de ses doigts, elle console la bestiole. Et en même temps, ce tableau qui est très très sensuel, parce qu'on sent tous ces objets-là. Il y a le toucher, il y a la vue, et découverte. Autour du cou, elle a un collier dont les inventaires après décès d'Isabelle d'Este nous laissent à penser que c'était un collier d'ambre noir. Que vous avez du coup reconstitué. Alors on a dû le reconstituer, c'est compliqué parce qu'il fallait trouver de l'ambre noir un peu pur, donc on est allé jusqu'à Istanbul chercher de l'ambre noir un peu oriental, et il a fallu faire de ces boules d'ambre noir des perles que l'on allait pouvoir mouler avec des rainures, et donc il fallait ajouter des choses dedans, et là on a cherché une recette secrète que je ne vous dirai pas. L'ambre noir, c'est un fossile de résine préhistorique. C'est un parfum extrêmement capiteux. Quand Cecilia Gallerani est entrée dans une pièce avec ce collier de 120 perles, personne ne pouvait ignorer sa présence olfactive. On doit toujours rappeler que ces objets, ces colliers, ces gants émanaient le parfum quand il était à contact avec la peau. La chaleur de la peau, la chaleur du corps humain, ça faisait diffuser le parfum dans l'air. Vous avez cité un objet qui est très important dans l'exposition, qui sont les gants. Vous pouvez nous en parler, les gants parfumés? Il y a des gants, ils sont aussi parfumés et on peut sentir le parfum, mais on doit imaginer avec la main l'émanation du parfum. Élégante était aussi façon d'imaginer le corps de la femme, la main de la femme qui était cachée par le gant. Il y avait tous des jeux comme ça, donc, les voiles qui voilaient la tête, le visage, le corps de la femme. C'était tout un jeu on peut dire, d'érotisme très subtil qui était à cette époque dans les cours de la Renaissance. Est-ce qu'on peut dire qu'on est à un tournant de l'art de se parfumer à la Renaissance, où on est à la marge entre le parfum thérapeutique, le parfum sacré, et là on rentre dans l'ère du parfum séducteur, ou est-ce que c'est un peu réducteur? Non, tout à fait. Parfum séduction, parfum distinctif aussi dans les cours d'Europe. L'acclimatation en terre occidentale de recettes qui existaient déjà dans le monde oriental, déjà à Constantinople et dans le monde arabe, voire plus loin, vers l'Inde notamment. Ces nouveaux parfums sont des parfums issus de la distillation, avec des alambics, technique arabe s'il en est, et des enfleurages sur base végétale, sur l'huile d'amande par exemple, qui sont vraiment tout à fait nouveaux, avec des mélanges de parfums très très coûteux. Le musc et la civette qui viennent d'Orient coûtent des fortunes, mais on en utilise très peu, avec du styrax, du labdanum, qui viennent aussi d'Orient.
et éventuellement des choses qui peuvent pousser en Occident, des roses ou des racines d'iris. Et il faut penser que la Renaissance, cette époque-là, était le début de la libération des femmes dans l'histoire. Non, ça c'est très important. Et ça est lié à l'histoire des parfums, est lié à la révolution des mœurs, de la mode, des costumes. Et les femmes découvrent le pouvoir de la séduction et commencent à exercer ce pouvoir dans les cours de la Renaissance. Océane, quel a été votre rôle dans cette exposition? J'ai été l'assistante de Monsieur Briouat pour cette exposition et je suis aussi sa doctorante en histoire. Et donc j'ai travaillé à l'organisation de la salle François Ier. Avec l'équipe, on a des reconstitutions de parfums et de produits parfumés. Donc ça a été aussi un grand pan de mon travail pour cette exposition. Ça a été cette recherche dans les textes, dans les réceptaires, pour essayer de comprendre comment étaient faits ces parfums et avant de les reproduire, d'essayer du moins de les reconstituer. S'il y en avait un à nous présenter qui vous tient à cœur? Ce sont les pâtes nôtres de senteur, qui sont des grains en fait qui étaient enfilés. Alors au départ, c'est un mot qui désigne les chapelets, paternoster. Après, il est certainement devenu générique et désigne tout type de grains qui étaient enfilés pour former des colliers, des ceintures, des bracelets. C'était clairement le parfum, le produit odorant le plus difficile à reproduire, que le collier d'ambre de la Dame à l'hermine. En fait, on avait systématiquement un problème lors du séchage. Malgré vraiment l'étude des recettes, on se rend compte qu'il y a des ingrédients dont les proportions semblent incorrectes ou alors qui sont trop floues ou peut-être pas de la texture que l'on pensait. Et finalement, on se retrouvait toujours avec des problèmes de séchage assez importants, des perles qui se craquelaient, qui se fondaient complètement, qui se brisaient ou s'émiettaient dans les mains. Et ça a été très compliqué, oui. Qu'est-ce que vous avez envie que le public retienne de cette exposition? J'aimerais qu'il retienne en fait tout simplement une idée différente de la Renaissance, au-delà même de Léonard de Vinci. On a une histoire extraordinaire avec la mère de Léonard et son fils. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on redécouvre une période qu'on imagine toujours vraiment empêtrée dans la puanteur, dans la maladie, la peste. Et en fait, on se rend compte qu'on a une consommation complètement différente des parfums, qui n'est vraiment pas que limitée au caractère thérapeutique, religieux aussi, mais ça va bien plus loin. C'est qu'on consomme des parfums pour le plaisir. C'est un produit de luxe qui fait vraiment partie de la culture de distinction des élites. C'est un produit qui circule comme cadeau diplomatique. On s'offre ces bijoux précieux et ces matières précieuses. Mais vu la préciosité des objets et des matières qu'on voit dans cette exposition, on peut parler d'art de vivre via les parfums à la Renaissance. On n'est plus du tout ni dans la thérapie, ni dans le sacré. Tout à fait. C'est exactement ça, que je tenais vraiment à ça. Et on est dans un autre rapport à l'odeur, qui n'est pas du tout qu'un rapport ni à la puanteur, ni à la maladie. On est vraiment, comme vous dites, dans un art de vivre. Et c'est un tournant, d'ailleurs, dans l'histoire du parfum. Parce que... pas dire que tout commence à la Renaissance, mais en tout cas, il y a un tournant. Il y a effectivement, de toute façon, une révolution dans les techniques et dans les matériaux aussi, certains qui sont découverts à cette période. Donc bien sûr qu'il y a des choses qui changent et cette consommation, comme vous dites, à la cour, va vraiment devenir de plus en plus importante et va vraiment évoluer et amener presque à la parfumerie que l'on connaît aujourd'hui. Un petit objet que vous avez envie de nous présenter, que le public ne verra pas forcément à portée de nez. L'oiselet de Chypre. Oui, c'est cette petite sculpture de pâte odorante, de résine modelée en forme d'oiseau. Ça aussi, c'était extraordinaire à reproduire. On était très étonnés parce que quand on assemble tous les ingrédients, qu'on ajoute la gomme adragante avec l'eau de rose, on a de très bonnes odeurs, certes, mais l'odeur, quand il est brûlé, est encore différente. Et on s'imaginait ce genre d'objet dans des belles cages ou sur de beaux présentoirs, des éléments qu'on retrouve dans les inventaires, des éléments de joaillerie vraiment très précieux. Et c'est une odeur en fait très subtile, très douce et très agréable. Et là encore, on se replonge dans quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. Oui, on est là dans une autre dimension du parfum qui est presque le parfum ornement, le parfum décoratif. Tout à fait. Et là, on est plongé dans une période qu'on méconnaît en fait d'un point de vue olfaction. Oui. Là, c'est vrai qu'on redécouvre ces atmosphères-là. Il faut imaginer ces riches intérieurs avec les femmes telles qu'on les imaginait parées et ce parfum ambiant qui embaumait l'air.
Pascal, vous avez cité la société Givaudan, la maison de composition qui vous a accompagné dans la recréation et dans la création de ces parfums. Quels ont été les défis que vous avez dû relever ensemble pour décrypter ou pour recréer des senteurs de l'époque? Il y a plusieurs senteurs qui ont été créées. Certaines étaient là pour évoquer un lieu, pour évoquer la Circaffie, pour évoquer Venise. D'autres étaient des recréations de parfums dont on avait les recettes, mais il fallait les rendre disponibles sur 3 mois dans une exposition. Oui, on rappelle qu'elle dure jusqu'au 15 septembre. Absolument. Donc il y a beaucoup de technicité et seuls des gens qui sont des professionnels curieux, intelligents et créatifs peuvent produire ces choses-là. Notamment la collaboration avec Calice Becker, pour moi, ça a été un bonheur immense. Grand parfumeur Calice Becker, on le rappelle, à l'origine de Dior J'adore. Carlo, qu'est-ce que vous aimeriez que le public retienne une fois qu'il a terminé cette visite? La possibilité de regarder de façon nouvelle les tableaux de Léonard de Vinci. Parce qu'on n'a jamais imaginé, en regardant la Joconde, à penser quel est le parfum de la Joconde, quel est le parfum de ce voile qui entoure la tête. Parce que c'est sûr, le voile de la Joconde était parfumé. Donc c'est regarder l'étoile avec le nez, presque. Oui, c'est ça. Et vous, Pascal, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne alors? Exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il est très important de donner aux parfums de la Renaissance, qui sont des parfums assez exotiques par rapport à nous. On voyage beaucoup, oui. On voyage, alors à la fois on voyage dans l'espace, mais on voyage aussi dans le temps. C'est toujours la même chose en histoire. L'histoire, c'est un voyage en pays étranger. Et ici, c'est un voyage olfactif. Un voyage olfactif auquel nous invitons tous nos auditeurs. Merci beaucoup. Nous vous invitons donc à ce parcours didactique qui mêle dessins originaux de Léonard de Vinci, peintures de ses élèves, tableaux de cour du Quattrocento, manuscrits florentins et vénitiens, livres contemporains de Léonard du XVIe siècle, reconstitution, dont l'alambic d'après le dessin original de Léonard, qui expérimentait l'art du parfum à Florence vers 1480, et enfin des objets à parfum comme des cassonnes, des coffrets, des flacons, des pommandeurs, l'oiselet de Chypre, le brûle-parfum, des encensoirs, des chapelets, des costumes, des bijoux et des gants parfumés. Vous découvrirez aussi un étal aux épices, un atelier de macération et de distillation avec ses excipients, ses matières premières animales comme le musc, la civette ou l'ambre gris, végétal et minéral, ainsi bien sûr que des dispositifs audiovisuels et olfactifs. C'est au château du Clos Lucé à Amboise près de Tours en Indre-et-Loire jusqu'au 15 septembre. Merci d'avoir répondu à nos questions sur le podcast La Voix du Parfum. Merci de nous avoir suivis sur La Voix du Parfum. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une autre interview ou lors d'une échappée belle sur La Voix du Parfum, le podcast. À bientôt!